Une des plus grandes énigmes criminelles des États-Unis vient d'être résolue au bout de 50 ans. C'est l'histoire que je vous invite à suivre avec moi ce soir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être averti des prochaines affaires que je ne manquerai pas de vous proposer bientôt. Ce soir, je vous emmène avec moi aux USA, dans le Massachusetts, dont la capitale Boston est de plus en plus prisée des expatriés français qui en apprécient la taille humaine et la douceur de vivre. Le true crime que je vous raconte aujourd'hui s'est déroulé un jour de juillet 1974 dans le Massachusetts, bordé par l'État de New York d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Le Massachusetts occupe une position de choix sur la côte est des États-Unis. Le pays possède également des atouts naturels indéniables. Imaginez les plages sauvages de Cape Cod et les collines luxuriantes des Berkshires. Ces paysages variés réjouissent les voyageurs. La cuisine y est également savoureuse, essentiellement à base de fruits de mer, et le homard y est dégusté à toutes les sauces. Mais la véritable spécialité culinaire est le clam chowder, une soupe de palourde préparée avec de la crème, des pommes de terre et des oignons. Cette soupe est même dégustée sur la plage, au coucher du soleil, dans des bols en plastique. Mais le Massachusetts, c'est aussi l'histoire du Mayflower, un navire marchand anglais devenu célèbre pour avoir transporté en 1620, depuis Plymouth en Angleterre, un groupe de 120 religieux dissidents, les Pilgrim Fathers, qui étaient à la recherche d'un lieu pour y pratiquer librement la religion protestante. Une réplique du Mayflower est d'ailleurs amarrée au port de Plymouth. Mais ce n'est pas tout, car le Massachusetts s'est également illustré lors du procès des sorcières de Salem. Salem est une petite ville sans histoire, qui vit de la pêche et du commerce maritime. En 1692, le destin de centaines de personnes accusées de sorcellerie bascule. 20 d'entre elles, des femmes, seront condamnées à mort au terme d'un sordide procès. Aujourd'hui, fêter Halloween à Salem est un incontournable. La ville qui abrite l'intrigue de ce jour s'appelle Provincetown. C'est une petite cité balnéaire située à l'extrémité du Cape Cod. On y découvre également la magnifique plage de Rice Point. Provincetown est une véritable petite ville, un véritable paradis, avec ses maisons en bois colorées et ses galeries marchandes qui abritent de nombreux commerces, ainsi que des restaurants. La communauté gay y est fortement représentée et l'été très animé est connu pour ses folles soirées. Rosemary Terry, également connue sous le nom de la Dame des Dunes, est une victime de meurtre, demeurée sans identité pendant presque 50 ans. Son corps a été découvert le 26 juillet 1974 dans les dunes de Rice Point. C'est en poursuivant son chien, qui aboyait, qu'une jeune fille de 12 ans fit la terrible découverte d'un corps mutilé de femme dans ce lieu idyllique. Le corps se trouvait à quelques mètres seulement de la route et était en état de décomposition avancée. L'activité des insectes nécrophages présents en grand nombre indiquait qu'elle était là environ depuis 2 semaines. La victime, nue, était allongée, face contre terre, étendue sur la moitié d'un drap de plage. Des traces de pas conduisaient directement au corps et des traces de pneus ont également été découvertes à 50 mètres environ de la scène de crime. Aucune trace de lutte n'apparaissait, mais des preuves d'agression sexuelle post-mortem ont été établies. La femme était quasiment décapitée, tant la strangulation a été brutale. Toutefois, ce n'était pas la cause du décès. En effet, la mort est survenue suite à un traumatisme crânien, dû à un coup d'une extrême violence infligé sur le côté droit de la tête, à l'aide d'un objet contondant, identifié comme étant peut-être une pelle à trancher. Sous sa tête, on a trouvé un bandana bleu, ainsi qu'un pantalon de la marque Wrangler. Quelques seringues étaient vides à côté du corps. Ses cheveux auburn étaient retenus en queue de cheval par un élastique doré. On avait peint en rouge ses ongles de pied. La police a conclu que la femme mesurait à peu près 1,68 m et qu'elle pesait 66 kg. Elle semblait être sportive. Des soins dentaires coûteux ont été constatés, y compris la pose de couronne valant de 5 000 à 10 000 $, certifiée comme du travail, style de New York. Elle paraissait âgée de 35 ans environ. De nombreuses dents avaient été arrachées par son meurtrier, qui avait aussi sectionné les 2 mains après avoir brisé les poignets. Un avant-bras manquait également. Apparemment, le meurtrier cherchait absolument
a empêché l'identification de la victime. L'autopsie a révélé que son dernier repas a consisté en un hamburger accompagné de frites. En fait, tout porte à croire qu'elle connaissait parfaitement bien son agresseur, qui visiblement était allongé auprès d'elle au moment de l'agression. Son corps a été enterré au cimetière de Saint-Pierre, près du centre-ville, avec l'inscription suivante sur une petite pierre tombale. Corps de femme trouvé dans les dunes de Race Point, le 26 juillet 1974. Plus tard, en 2014, l'un des enquêteurs a collecté des fonds pour remplacer le cercueil rouillé et détérioré. La police a ensuite débuté une longue enquête qui s'avéra des plus complexes, commençant par étudier de près des milliers de cas de femmes disparues. Une liste de tous les véhicules circulant dans le quartier a été établie, mais les contrôles n'ont pas permis de retrouver celui qui correspondait aux traces de pneus relevées sur les lieux. Outre le jean et le bandana, aucun autre indice n'a été retrouvé, malgré d'importantes recherches dans les dunes environnantes. Il est même possible que cette scène de crime soit le résultat d'une mise en scène. Le drap était proprement disposé et le sable autour n'était pas piétiné. Plusieurs reconstructions faciales ont été réalisées, sans aucun succès. En 1980, le corps a été exhumé afin de procéder à un nouvel examen, sans plus de succès. En mars 2000, suite au progrès de la science, une nouvelle exhumation a été ordonnée afin de prélever de l'ADN. En mai 2010, le crâne de la victime a été placé dans un scanographe qui a généré des images, lesquelles ont été utilisées pour concevoir une nouvelle reconstruction. Quelques pistes avaient bien été envisagées, mais faute de concordance ou de preuves, elles furent abandonnées. Notamment en 1987, une Canadienne avoua à son petit ami avoir vu son propre père étrangler une femme dans le Massachusetts à Cape Cod en 1972. La police mit tout en œuvre pour retrouver cette femme, mais sans y parvenir. Une autre femme a dit à la police que la reconstruction de la victime ressemblait à sa sœur qui avait disparu en 1974. Ensuite, les enquêteurs ont suivi une nouvelle piste impliquant la criminelle Rory Jenney Kissinger, qui avait disparu après s'être échappée de prison en 1973. Les autorités avaient remarqué une ressemblance entre Kissinger et la victime. Cependant, l'ADN de la mère de Kissinger n'a pas concordé avec celui de la femme retrouvée dans les dunes. En 1981, les enquêteurs ont découvert qu'une femme ressemblait à la victime et qui avait été vue avec le gangster Whitey Bulger au moment des faits. Bulger était connu pour arracher les dents de ses victimes, mais on n'a pas pu prouver son implication dans ce crime, et Bulger a été tué en prison en 2018. Le tueur en série, Tony Costa, qui était dans la région, était l'un des premiers suspects, mais il a été écarté. Costa est mort le 12 mai 1974, et la victime a été découverte en juillet. Plus tard, le tueur en série, Adam Clark, a avoué le meurtre, et il a déclaré « J'aurais pu révéler l'identité de la victime aux policiers, mais puisqu'ils m'ont défoncé la figure, je n'allais rien leur dire. Ce meurtre est toujours non résolu. Ce que la police cherche est dans le jardin de mon grand-père. » Mais peu après, les autorités ont déclaré que Clark est atteint de schizophrénie paranoïde, une maladie mentale qui lui faisait dire n'importe quoi. En avril 2000, Clark a mené la police à l'endroit où il prétend avoir enterré 2 victimes en 1980. Il a dit avoir tué plusieurs personnes dans divers États de 1970 à 1990. En 2004, Clark a envoyé une lettre à un ami dans laquelle il a dit avoir tué une femme au Cape Cod. Il a également envoyé 2 dessins. L'un représentait une femme nue, sans main, allongée face contre terre, et l'autre était une carte qui désignait le lieu où le cadavre avait été découvert. En août 2015, on s'est interrogé sur la possibilité que la Dame des Dunes ait été une figurante dans le film Les Dents de la Mer, qui avait été tourné de mai à octobre 1974 à Martha's Vineyard, dans le village de Menemsha, à environ 160 km au sud de Provincetown. Joe Hill, le fils de l'écrivain d'horreur Stephen King, l'a signalé à la police. Pendant qu'il regardait la scène du jour du 4 juillet, tournée à la plage, il remarqua une femme dans la foule qui portait un bandana bleu et un jean ressemblant à celui de la victime. Bien qu'un enquêteur principal ait souligné l'intérêt de cette piste,
Les autres ont pensé que c'était invraisemblable, ainsi qu'une spéculation fantaisiste. En 2022, des ossements appartenant à la Dame des Dunes ont été envoyés à Osram, société spécialisée en généalogie, grâce auquel on a généré un profil ADN pour identifier des parents éloignés, ce qui a permis enfin de mettre un nom sur l'inconnu des dunes de Race Point. Le 31 octobre 2022, le bureau extérieur du FBI à Boston a annoncé que la victime venait d'être identifiée comme étant Rosemary Terry, une femme du Tennessee qui avait des liens avec le Michigan, le Massachusetts et la Californie. On ne peut pas s'expliquer pourquoi elle était dans le Massachusetts quand elle a été tuée. Le FBI a affirmé que l'identité de Terry a été déterminée à l'aide de la généalogie d'enquête, méthode utilisée pour identifier d'autres homicides non identifiés et plus de 150 criminels, dont le célèbre Joseph James DeAngelo. Depuis octobre 2022, la Massachusetts State Police enquête sur ce dossier, considéré comme un homicide. Mais dans un retournement spectaculaire de l'enquête sur le meurtrier de la mystérieuse Dame des Dunes en 1974, la police américaine réussit enfin à mettre un nom sur le coupable, révélant ainsi une sombre affaire ayant tenu en haleine tout le pays durant près de 50 ans. Cet épilogue inattendu met fin à l'une des plus mystérieuses affaires non résolues de l'histoire criminelle américaine. Des médiums avaient même été sollicités pour tenter de résoudre cette énigme, avant que la police annonce que le meurtrier de Rosemary Terry était en réalité son propre mari. Un dénouement choquant qui a stupéfait le public. L'enquête a révélé que la victime avait épousé Guy Moldavin en 1974, peu de temps avant le crime. Le mari était revenu seul d'un voyage à l'été 1974, au volant de sa voiture, affirmant que sa femme était décédée. Suite aux nombreuses questions posées par la famille de Terry, restées sans réponse, le frère de Terry engagea un détective privé. La police de l'État du Massachusetts s'est concentrée sur Moldavin comme suspect, peu de temps après que la Dame des Dunes ait été identifiée comme étant Terry. Et ce n'était pas la première fois que Moldavin était soupçonné de meurtre. Moldavin s'était marié plusieurs fois avant de rencontrer Terry. Il a déménagé de New York à Seattle avec sa première femme, travaillant comme disc jockey. Le couple a divorcé en 1956. 2 ans plus tard, il épousa Margarita Ryan, qui avait une fille d'un précédent mariage. Margarita et sa fille ont disparu en avril 1960 et Moldavin, en tant que principal suspect, a pris la fuite avant d'être appréhendé par le FBI. Les enquêteurs ont découvert des parties de corps humains démembrées dans la fosse septique de sa maison de Seattle. Mais l'analyse des restes humains n'a pas permis de prouver de manière concluante qu'il s'agissait bien des restes de Margarita et de sa fille. Par conséquent, il n'a jamais officiellement été inculpé de meurtre. Moldavin a épousé sa 3e femme en 1960 et a été reconnu coupable d'avoir escroqué de $10 000 la famille de sa femme. Il a été condamné à une peine de sursis en échange du remboursement de la somme. Moldavin fut également suspecté du meurtre en 1950 d'un livreur de pain, Harry Bird, et de sa petite amie serveuse, Barbara Kelly, à Eureka en Californie. Bird a été retrouvé nu avec une balle dans la nuque. Le corps de Barbara n'a jamais été retrouvé. Elle avait travaillé dans un restaurant appartenant aux parents de la première femme de Moldavin, où il avait également travaillé une courte durée en tant que cuisinier. Le restaurant se trouvait sur le parcours du camion de Bird. Mais les preuves étant insuffisantes pour accuser Moldavin, il n'a pas été inquiété. Il a ensuite déménagé dans une petite ville à proximité de Salinas en 1976 et s'est remarié. En 1985, Moldavin a pris sa retraite et a animé une émission de radio locale, diffusée en fin de soirée, avant de mourir chez lui en 2001, à l'âge de 78 ans, sans avoir eu jamais à répondre d'aucun crime, puisqu'il décéda avant que le procès pour le meurtre de Terry n'ait eu lieu. En ce qui concerne Terry et sa triste vie, nous savons qu'elle avait déménagé dans le Michigan en 1957, après un bref mariage, afin de partir travailler dans une usine automobile. Elle donne la naissance à un fils, Richard Hankett Jr., l'année suivante, qui a été adopté par son contremaître, Richard Hankett Sr., père naturel de l'enfant, car elle n'avait pas les moyens financiers de s'occuper de lui. Terry a épousé Moldavin,
qui à l'époque exerçait le métier d'antiquaire à Reno, Nevada, en février 1974. Et nous savons qu'elle fut assassinée en juillet 1974. Fraîchement mariée, le couple a rendu visite à la famille de Terry afin de leur présenter Moldavine. La petite nièce de Terry se souviendra plus tard que Moldavine semblait trop possessif envers sa femme. Terry et son mari ont parlé de leur intention de voyager à travers les États-Unis, à la recherche d'antiquités, avant de rentrer dans le Massachusetts. C'était la dernière fois que sa famille voyait Terry vivante. Moldavine revint plus tard cet été-là pour informer la famille de Terry qu'elle avait disparu après une violente dispute au cours de leur lune de miel et qu'il avait perdu tout contact avec elle. C'est alors que le frère de Terry, James, engagea un détective privé qui conclut que Terry avait rejoint une secte religieuse. La vérité ne sera révélée que 48 ans plus tard. C'est ainsi que l'affaire de la Dame des Dunes prit fin, mettant un terme à une enquête longtemps considérée comme insoluble, apportant en quelque sorte une forme de justice pour Ruth Mary Terry et sa famille, bien que de nombreuses questions soient demeurées sans réponse. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire criminelle. Bonne soirée.